On commence tranquillement. Allez, on va démarrer, ça nous fera peut-être arriver. Alors bonjour et bienvenue à tous. On est, on est ravis de vous accueillir à Pienne et ravis de vous avoir pour ce webinaire. Alors sachez que ce webinaire est enregistré, il va être disponible en replay. Un lien vous sera communiqué en fin de journée. Donc pas de souci si vous avez besoin de quitter cette réunion en cours de route. Vous aurez le replay dès ce soir. Voilà, moi je me présente, je suis Charline Barthélémy, je suis la responsable formation chez Appienne. Donc on a certainement eu un échange ensemble ces dernières semaines, ou en tout cas vous avez certainement reçu un email de ma part dernièrement sur les sujets de la formation. Et aujourd'hui, du coup, on est très content de vous accueillir pour parler du métier de référent de fin de vie, de référent de l'accompagnement de fin de vie, et vous présenter notre nouvelle formation qui commencera au mois d'octobre. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par une petite présentation des intervenants. Est-ce que chaque intervenant peut se présenter en 2 mots? Je peux commencer si tu Alors moi, veux. je suis Catherine Villepreux. Catherine. Sarah, vas-y. Non, vas-y, Catherine. Vas-y. Je suis la conceptrice et la responsable formation de cette formation référent de l'accompagnement. Et donc, je suis Sarah Dumont, la fondatrice de Happy End. Enrico, Lucie, est-ce que vous pouvez vous présenter en Oui, 2 mots? alors Lucie, moi je suis auxiliaire de vie et accompagnatrice en fin de vie suite à la formation en 2017 et je viens faire un témoignage. Voilà. Merci d'être Et avec nous. bonjour tout le monde, Enrico Pastorini. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne Non, me vois plus. Vous m'entendez Non, bien? Nous on non te voit plus. plus, Mais vous m'entendez? mais on t'entend. Oui. Bon, alors je vais vérifier après, je vais revoir un petit peu pour démarrer la vidéo. Donc moi, je suis psychologue clinicien, je suis formateur en gérontologie, je suis diplômé de la fac de médecine en phytothérapie et aromathérapie pour une approche clinique dans la gestion de stress, des émotions et pathologies associées. Et ça fait 12 ans que je travaille avec Catherine Villepreux sur le référent accompagnement fin de vie. Vous Super, m'entendez merci bien? beaucoup. Oui, Oui, parfait. Merci, Enrico. merci à tous d'être ici aujourd'hui. Euh, je vous propose d'avancer. Est-ce que Sarah, tu veux commencer peut-être par nous dire quelques mots sur Happy End? Oui, avec plaisir. Alors, Happy End, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie et de la sensibilisation sur les thématiques de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et on le fait notamment avec un site internet depuis 2018 dédié au grand public pour les accompagner à mieux vivre la mort, que ce soit avant. Et donc, on les invite avec le parcours J'anticipe mon départ à rédiger leur volonté, leur dernière volonté, tout en étant informés sur les différentes possibilités. Parce que l'idée, c'est vraiment de leur permettre de faire des libres choix, des choix éclairés. Et à l'issue de ce parcours, j'anticipe mon départ, ils peuvent télécharger des volontés, leur volonté et les partager avec leurs proches encore mieux. Et on a également un parcours sur l'organisation des obsèques qui donne énormément de ressources quand on est confronté à l'organisation des obsèques d'un proche. Et un parcours Je vis un deuil qui va venir accompagner de façon personnalisée les personnes qui ont perdu un proche avec des articles, des témoignages, des contacts d'associations de soutien, voire des propositions de rencontres pour les aider à se sentir soutenus dans leur chemin de deuil. Voilà. Et c'est un site aujourd'hui qui est accessible et visité par 150 000 visiteurs uniques par mois. La pédagogie autour de la mort, on l'a fait aussi avec des conférences, en fait. On va à la rencontre des Français pour aborder ces sujets sensibles et surtout pour leur donner des informations avec des experts. Le sujet du jour, c'est aussi que on va former des professionnels parce que pour nous, le changement, en fait, un meilleur accompagnement de la fin de vie et du deuil, ça passe forcément par vous, professionnels ou futurs professionnels. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer, il y a 2 ans, notre centre de formation certifié Calliope. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter les ressources sur ces thématiques, finalement, qui nécessitent de l'accompagnement, de l'apport de ressources, aussi d'une réflexion sur son propre positionnement pour mieux accompagner. Alors là, aujourd'hui, on est avec vous sur justement la formation pour vous présenter et vous parler plus en détail de cette formation de référent
d'accompagnement de la fin de vie. Alors, cette profession, hein, moi, je m'y suis intéressée à partir de juin 2019, parce que j'avais rencontré une doula de fin de vie américaine qui m'avait fait voilà, découvrir ce métier que je ne connaissais pas. Parce que, oui, ce métier, il existe depuis 2003 aux États-Unis. Le métier de death doula, et à l'initiative d'un fermier américain, en fait, qui était affolé de voir des personnes en fin de vie mourir seules à l'hôpital, pris d'angoisse, en fait, de solitude. Et il était, voilà, il avait vraiment à cœur de créer une profession qui allait pouvoir se tenir à leur côté. Et les épauler dans ce moment, voilà, ce que ne pouvaient pas forcément faire les équipes soignantes, en tout cas à la mesure de ce qu'elles voulaient faire, et du temps qu'elles pouvaient accorder. Donc, c'est comme ça que le métier de death doula est né aux États-Unis. Alors, nous, on le connaissait davantage avec le métier de doula de naissance, puisque bah, voilà, c'est une profession qui vient d'Égypte, hein, l'accompagnant de naissance. Et les doulas de naissance, on voit bien aujourd'hui qu'elles ont pris une place justement dans l'écosystème d'accompagnement des parents. Elles sont partenaires des sages-femmes, et on peut espérer que le métier de doula de fin de vie, accompagnant de la fin de vie, se développe de la même manière. Sachant qu'aujourd'hui, il est développé aux États-Unis, au Canada, en Suisse, et on les référence d'ailleurs sur Appian, on a des doulas de fin de vie en France. Et moi, personnellement, en tout cas en tant que fondatrice de Appian, je suis persuadée de l'importance de développer des professionnels de l'accompagnement de la fin de vie. Pourquoi? Parce que on voit bien que le contexte sociétal euh, montre en fait un besoin criant d'accompagnement. Aujourd'hui, 2 tiers des Français meurent à l'hôpital, alors que 85% aimeraient mourir chez eux. On voit bien que c'est compliqué d'avoir des services de soins palliatifs mobiles à domicile, que ça nécessite des mises en place qui parfois sont compliquées, difficiles. Il n'y a pas assez en fait de professionnels. Et on voit bien aussi que, et le débat du projet de loi sur la fin de vie l'a montré, c'est qu'il y a quand même encore aujourd'hui 21 départements qui ne sont pas couverts par une unité de soins palliatifs, que les équipes de soins palliatifs mobiles à l'hôpital souffrent parfois d'un manque de personnel, etc. Donc voilà, parfois ils arrivent sur le tard. Or, l'accompagnement de la fin de vie, c'est un accompagnement au long cours qui nécessite aussi la création d'un lien de confiance, donc sur la durée. Et c'est pour cette raison que, à mon sens, les référents d'accompagnement de la fin de vie qui existent déjà, hein, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais en établissement, puisque Catherine Villepreux en a déjà formé plus de 600, et le métier de référent de fin de vie indépendant pourront justement jouer ce rôle d'accompagnement sur la durée et venir en renfort dans les établissements. On voit également que aujourd'hui, les familles sont éclatées, les enfants, les petits-enfants vivent parfois aux 4 coins de la France, voire aux 4 coins du monde. Et pour preuve, il y a un chiffre qui est sorti de 220, enfin, qu'on habite en tant qu'enfant en moyenne à 226 km du domicile de nos parents. Donc, comment on fait quand justement notre parent est en souffrance, en fin de vie, enfin voilà, parfois on peut pas, enfin quand on n'est pas une grande fratrie, et même dans les grandes fratries, parfois c'est compliqué, comment on fait pour justement veiller sur eux, s'assurer de leur bien-être dans ces derniers instants. Voilà, typiquement, un référent d'accompagnement peut jouer ce rôle et être justement le pilier de soutien pour être là et présent pour cette personne en fin de vie, mais également faire le relais et le lien avec la famille et les alerter si vraiment il y a ce besoin justement de venir. Voilà, mais pour moi, c'est très important d'avoir ce type de soutien. Et des seuls bénévoles ne peuvent pas l'assurer, surtout à domicile. On voit également qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus seuls. Et pour le coup, nous, on en rencontre beaucoup actuellement lors des conférences, des gens âgés, enfin, en tout cas à l'âge de la retraite, qui nous disent, mais moi, je n'ai pas d'entourage, je n'ai pas de famille et potentiellement, j'ai peu d'amis. Et je vois bien, par exemple, j'avais recueilli le témoignage d'une référente de fin de vie qui m'avait dit qu'elle avait justement joué ce rôle, c'est-à-dire elle avait accompagné une femme seule à mettre en place. Elle ne pouvait plus se déplacer, cette femme, et elle avait justement pour elle cherché le cimetière où elle reposerait,
en fonction de ses souhaits. Et elle s'était assurée également du respect de ses souhaits, de ses dernières volontés, ses directives anticipées. Elle était sa personne de confiance. Donc, un référent de la fin de vie, il peut jouer ce rôle-là dans un contexte où aujourd'hui, et ça, c'est une enquête des petits frères des pauvres qui l'a montré qu'on compte 500 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Ça veut dire qu'ils ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d'autres personnes. Et c'est un nombre qui a augmenté de 77% en 4 ans. C'est un chiffre alarmant qui montre que oui, ces gens-là ont besoin finalement de professionnels à leur côté, potentiellement, pour être bien accompagnés dans sa dernière étape de vie. Enfin, dernier chiffre, tout aussi alarmant, c'est qu'un aidant sur 3 meurt avant son aidé. On sait, aujourd'hui en France, on compte 9,3 millions d'aidants. Ce nombre ne va ne faire qu'augmenter compte tenu du vieillissement de la population. Et être aidant, ça use. Enfin, parfois, on ne met pas de limites. En fait, on a du mal à se mettre des limites. Et on sait que ça peut durer, une situation d'aidance peut durer longtemps. Et que quelque part, ces professionnels, ces nouveaux professionnels de l'accompagnement vont aussi veiller en fait à ne pas à faire en sorte que les aidants s'usent moins. Donc ça, c'est pour le contexte en fait qui nous amène à penser que voilà, cette profession, elle a un bel avenir devant elle et qu'elle est nécessaire en fait, voire urgente, et il faut la développer. Alors, vous pouvez peut-être vous êtes peut-être posé la question de pourquoi on avait choisi le terme de référent de l'accompagnement de fin de vie. Bah, déjà, la première raison, c'est, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est que cette profession, elle existe déjà, puisque nous, on s'est rapproché de Catherine Villepreux, en fait, qui avait déjà en fait lancé cette spécialisation et qui a déjà formé avec un ancien institut, enfin un autre institut, 600 soignants sur le terrain qui ont cette casquette de spécialistes de l'accompagnement de la fin de vie au sein de leur établissement. Et qui a aussi déjà formé des indépendants comme des auxiliaires de vie à domicile. L'idée, nous, c'est que aujourd'hui, pourquoi on a choisi ce nom, c'est que en fait, c'est une façon, référente fin de vie, c'est aussi une façon de montrer, de renforcer le lien. Parce qu'on est persuadé que ces référents d'accompagnement de fin de vie pour les établissements, comme intervenants extérieurs. Et enfin, le terme de référence, c'est un terme qu'on voit de plus en plus se développer qui est de plus en plus visité pour manifester, justement, montrer que une casquette de spécialistes, comme on a des référents handicap en entreprise, en établissement de santé, des référents deuil aussi qui se développent. Donc voilà, c'est pour nous un terme porteur et qui va rentrer dans les usages voilà, pour justement établir cette casquette de spécialiste. Alors, quel est le rôle du référent de l'accompagnement de fin de vie? Alors, il a plusieurs rôles, hein, qu'il agisse en tant qu'indépendant auprès des établissements ou au sein de l'établissement lui-même. C'est d'abord de recueillir les volontés de la personne en fin de vie. Donc, volonté, j'entends directive anticipée, j'entends dernière volonté funéraire. Voilà, donc de pouvoir, on sait que c'est difficile, hein, notamment en EHPAD, d'obtenir ces informations. À quel moment on pose ces questions? Est-ce que ça ne va pas bousculer la personne à son arrivée? Donc voilà, justement, ce référent d'accompagnement de fin de vie développe des outils pour obtenir ces informations, parfois de façon ludique, avec des jeux, etc. Après, c'est d'être présent pour cette personne, donc de pouvoir accueillir ses angoisses, ses questionnements, ses souhaits, de faire le lien avec l'équipe médicale, de pouvoir voilà, alerter, communiquer sur des évolutions, sur voilà, justement sur tout ce qu'on a vu avant, sur de potentielles difficultés également. L'idée, c'est aussi qu'elle soit l'oreille attentive des proches avant, au moment du décès et après au moment du deuil. On voit hein, la difficulté, notamment en EHPAD, de s'adresser aux familles ensuite, d'avoir le bon discours, la bonne posture. Bon, bah, ce référent, il saura être le soutien en fait hein, pour les familles. Et quand c'est à domicile, bah, l'accompagnement ne s'arrête pas au décès de la personne accompagnée, mais
il continue à accompagner la famille, potentiellement même sur l'organisation des obsèques, voilà, pour être vecteur de conseils, et y compris potentiellement d'accompagner sur le deuil. Quand c'est une personne seule, il peut aussi justement s'assurer d'accomplir les volontés d'une personne seule. Et je pense que ça peut être vraiment un argument pour des personnes qui se savent pas entourées, peu entourées, d'avoir cette personne de confiance pour réaliser leurs souhaits. Et enfin, en établissement, bah, c'est la personne ressource pour les équipes sur les thématiques de la fin de vie et du deuil. Donc, il peut intervenir à la demande pour les équipes. Il peut mettre en place des groupes de parole pour les résidents, pour les soignants aussi, qui auraient besoin justement de parler de leur vécu de la mort, en fait, hein, en établissement. Et c'est aussi une personne qui, pour moi, est moteur et à l'origine d'organisation de temps de parole, d'ateliers. Je pense à quelqu'un qu'on a formé qui est devenu, qui a créé et initié les goûters mortels, justement pour parler de la mort plus librement. Et ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la HAS, hein, de pouvoir davantage aborder ces thématiques au sein des établissements. Donc voilà, le rôle d'accompagnement de fin de vie, vous voyez, il est vraiment multiple, hein, voilà, donc, il y a finalement un grand rôle à jouer, que ce soit au sein des établissements et aussi auprès des familles. Alors peut-être, Catherine, tu vas pouvoir poursuivre et nous rappeler en fait l'origine de cette formation dont j'ai un petit peu parlé, donc qui existe depuis déjà 2013. Bonjour à tous, je suis Catherine Villepreux, donc je suis la conceptrice de cette formation que je déploie depuis maintenant 13 ans. L'origine de cette formation, c'est une expérience personnelle qui m'a amenée à accompagner un proche et qui m'a permis de constater que on était quand même souvent seul face à la mort et à ce que ça pouvait représenter pour chacun d'entre nous et qu'on faisait le mieux qu'on pouvait sans en avoir forcément les outils et la façon de faire. Donc j'ai créé cette formation en 2004. Elle a été opérationnelle en 2013, puisque du coup, les premiers groupes ont réussi à se mettre en place. Et c'est vrai qu'un référent de l'accompagnement, qui s'appelait avant référent accompagnateur de fin de vie, comme dit Sarah, c'est quelqu'un qui va faire du lien. C'est quelqu'un qui prend la place de personne, mais qui va favoriser le lien avec le médecin parce que le patient ou le résident n'a toujours pas compris ce qu'on lui avait dit, ou les proches. C'est quelqu'un qui va aussi faire du lien avec le psychologue parce que le résident ou le bénéficiaire est particulièrement déprimé. C'est quelqu'un qui peut faire du lien avec un représentant du culte. C'est quelqu'un qui peut aussi faire du lien avec la famille et qui va aussi mettre en place des actions. C'est-à-dire, est-ce que la personne veut en effet, comme dit Sarah, rédiger ses directives anticipées une fois qu'elle a été informée de en quoi concernent les directives anticipées et le choix de la personne de confiance. Qu'est-ce qui, sur le terrain, est le plus adéquat? Comment on peut le remplir? Et se poser des questions pour que la famille, quand elle est en tout cas collaborative, peut également intervenir soit sur le choix de la personne de confiance ou pas, en fonction des souhaits de chacun. L'accompagnement tel qu'il a été mis en place, il est donc spécifique au travers 4 blocs de compétences, enfin 5 aujourd'hui, sur le fait de lancer son activité. Le premier bloc de compétences, c'est vraiment d'identifier et d'évaluer le profil de la personne que nous allons accompagner. En fait, on accompagne 4 profils de personnes. Alors déjà soi-même, parce que sinon on ne va pas bien, on ne peut pas faire un accompagnement juste. La personne en fin de vie qui peut commencer à se poser des questions très longtemps avant son décès et donc de voir quels vont être les questionnements et les réflexions qu'elle peut avoir sur sa finitude. La famille qui peut aussi vivre des choses de façon différenciée et les autres professionnels qui peuvent être en difficulté face à des accompagnements, alors soit difficiles, soit qui leur renvoient à leur propre histoire, etc. Une fois qu'on a identifié le profil de la personne que nous allons, enfin les personnes que nous allons accompagner, puisqu'on les accompagne de façon simultanée, c'est mettre en place un cadre d'intervention au travers le dispositif législatif qui existe aujourd'hui, hein, la loi Leonetti-Claes, et puis le droit des patients, les directives anticipées, le choix de la personne de confiance, parler de la sédation, parler de tout un tas de choses qui aujourd'hui constituent la loi et le droit des patients. Ensuite,
Le bloc qui a été rajouté, c'est le bloc sur la posture de référent de l'accompagnement, puisque je me suis quand même aperçue qu'il y avait beaucoup de professionnels qui avaient beaucoup de connaissances, mais qui avaient du mal à se les approprier, à les mettre en action. Donc vraiment, cette posture de référence, c'est comment j'intègre tous les savoirs, les connaissances que j'ai et comment je les exprime de façon incarnée, comment je vais le vivre, comment je communique, comment je m'exprime, comment j'accompagne. Et c'est vrai que cet accompagnement, il est essentiel pour moi parce que je ne suis ni là pour guider, ni là pour aider, mais je suis vraiment là pour accompagner. Je suis à côté d'eux, mais je ne prends la place de personne. Je chemine avec la personne que j'accompagne, mais c'est lui qui fait le chemin, c'est pas moi. Et le quatrième bloc de ce référent de l'accompagnement, c'est une fois que je maîtrise tous ces outils, que les incarne, je les maîtrise, mais j'accompagne au quotidien des personnes qui peuvent se questionner, même au moment d'un repas, qui peuvent nous dire, ah, mais je vais pas bien aujourd'hui, tu crois que je vais mourir, mais non, ça va aller, allez manger. Et non, là, il s'est passé quelque chose qui était peut-être essentiel et sur lequel on va passer à côté. Et c'est dommage parce qu'à partir de là, on laisse passer une opportunité de rentrer dans l'intimité de l'autre et de pouvoir commencer à cheminer avec lui sur son questionnement. Et le cinquième bloc, c'est le bloc qui a été mis en place avec Sarah et l'équipe d'Appian concernant ce métier de référent de l'accompagnement, puisque c'est vrai que moi, je me questionne aussi depuis pas mal de temps. Et je savais qu'au Québec, il y avait déjà des accompagnateurs de fin de vie pour aujourd'hui en faire une vraie expertise et un vrai savoir-faire sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se positionner, avec qui on peut travailler ou collaborer. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les professionnels ne sont pas forcément formés, ou en tout cas peut-être pas suffisamment, n'ont pas forcément suffisamment d'outils. C'est un retour que j'ai depuis 13 ans que je pratique aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vraiment de leur donner la possibilité, au travers ces 10 mois de formation, de cheminer aussi avec eux, de se poser des questions sur leur frein, leur propre gestion d'émotions, parce que d'avoir des émotions avec des patients ou des résidents, pour moi, c'est juste normal. C'est juste comment je le transmets, comment je le vis, comment ça se passe. Et de pouvoir donc avec eux lancer cette activité pour choisir le statut juridique sur lequel vous allez pouvoir travailler et collaborer pour les indépendants et pour savoir auprès de quelle structure vous allez pouvoir présenter vos prestations, que ce soit des EHPAD aujourd'hui, des femmes, des masses sur le champ du handicap, mais aussi le domicile chez les prestataires de services à la personne, puisqu'aujourd'hui, avec les résidences autonomie, ils ont l'obligation de former des personnels sur l'accompagnement à la fin de vie, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est mis en place. Et à partir de là, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur le lancement de votre activité et sur le fait de vous orienter sur les secteurs qui peuvent avoir besoin de vos services. À partir de là, pour les professionnels qui sont déjà dans le prendre soin, l'intérêt, c'est de vous amener à avoir une véritable expertise et que vous deveniez une personne ressource dans les structures. C'est pas forcément vous qui allez systématiquement faire de l'accompagnement, mais c'est du savoir-faire faire auprès des autres professionnels qui peuvent avoir plus de difficultés. C'est d'acculturer tout le personnel sur un accompagnement, sur de choix des mots et de dire des mots comme oui, le patient va mourir. Oui, le patient a le droit de se poser ces questions et c'est de pouvoir aussi favoriser, et ça Enrico en tant que psychologue pourra nous le dire, cheminer avec lui sur son dernier projet de vie, parce il va mourir et il est à la dernière étape de sa vie, et de pouvoir l'accompagner sur ce qui va se passer et sur ce temps qui reste à vivre. On en fait quoi? On peut mettre quoi en place? On n'est pas des accompagnateurs de la mort, mais des accompagnateurs de la vie jusqu'au bout. Je peux peut-être donner des informations, notamment sur ce qui fait l'originalité de la formation et ce que vous retrouvez peut-être pas ailleurs. C'est vraiment, il y a 17 ans, quand j'ai mis en place la formation, c'est vraiment de prendre soin des professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que vraiment, le fait d'aborder les gestions des émotions des professionnels, de pouvoir les orienter sur tout ce qui va pouvoir également euh, leur permettre de prendre soin d'eux, ça me semblait important, autant que d'accompagner la personne qui va être en fin de vie ou les proches. Parce qu'encore une fois, on s'aperçoit que si nous, on va pas bien, on peut pas accompagner les autres de façon juste. Et puis l'autre chose qui me semble essentielle aussi, c'est que la formation, elle est beaucoup axée sur des mises en situation pratiques. C'est-à-dire que
Bien sûr que les savoirs, les connaissances, les rites, l'interculturalité, la psychologie de la personne mourante, etc., sont importants. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on le transforme dans nos pratiques quotidiennes, dans nos actions, dans nos mises en place, dans notre partage avec le réseau, dans les partages en collégialité quand vous partagez des informations sur un patient ou un résident, sur comment il va, sur quel état d'esprit il a, sur ben, les envies qu'il peut émettre. Mais c'est aussi une façon vraiment de pouvoir transmettre cette parole qui semble importante et de pouvoir aussi écouter ce que le patient peut avoir à dire ou le résident et sur les souhaits et de voir ce qu'il est possible en équipe de faire en fonction de ce qu'il a émis. S'il y avait une question qui me semblait intéressante, Catherine, peut-être, auquel tu peux répondre, c'est une question d'Olivier qui demande si cette formation n'est qu'un plus dans le cadre d'une autre fonction, car il voit mal comment ça pourrait être une activité autonome, viable. Alors aujourd'hui, c'est une innovation puisque ça n'existe nulle part. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, l'activité, elle est totalement en adéquation avec les besoins du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les entreprises de services à la personne ou les associations, hein, peu importe le statut, avec la réforme des des services autonomie, il y a eu l'obligation pour les services de soins, donc les achats, les SIAD, de pouvoir se grouper à des services de soins à domicile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes métiers, on n'est pas sur les mêmes fonctions, sauf que l'accompagnement de fin de vie fait partie des obligations des uns et des autres. Et on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit dans les services à la personne, bah, la formation prioritaire n'est pas sur la formation de l'accompagnement à la fin de vie. Bon, certains se sont positionnés déjà dessus, mais c'est pas du tout la majorité aujourd'hui. Ça veut dire que les prestations, vous pouvez très bien les proposer demain à des structures de services à la personne qui n'ont ni le temps, ni peut-être le financement pour former sur ce type d'accompagnement. Et vous pouvez vous proposer des prestations en tant que libéral, puisque ça existe déjà, ça se fait déjà. La preuve, Lucie va vous en parler tout à l'heure, puisque c'est ce qu'elle pratique déjà aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en effet, vous pouvez vous présenter en EHPAD, vous pouvez vous présenter sur des foyers d'hébergement pour personnes handicapées ou personnes, enfin, femmes et masses, ou foyers d'hébergement d'urgence également pour des personnes, enfin, dans le secteur du social. Et aujourd'hui, on a besoin de professionnels qui vont pouvoir être des accompagnateurs sur la fin de vie, des résidents, mais c'est pas forcément sur la phase agonique, c'est bien en amont, sur un questionnement, sur une réflexion, sur un positionnement d'équipe, sur voilà, tout un tas de mises en place qui peuvent être faites et de démarches. Donc oui, aujourd'hui, il y a des besoins, les besoins sont là. Et c'est vrai que de pouvoir vous positionner sur des prestations qui peuvent être complémentaires à un métier que vous avez déjà ou en fonction de ce métier-là, ben, de pouvoir apporter un volet supplémentaire à votre expertise, oui, moi, ça me semble adéquat et ça me semble tout à fait opportun. Alors, donc Catherine a parlé du programme, merci beaucoup. Vous parlez des aspects pratiques de la formation, de comment on l'a construite, cette formation. Le premier point, c'est qu'on a voulu proposer des sessions en présentiel. Alors pourquoi? À la fois pour créer une dynamique de groupe, pour renforcer les liens et travailler la pratique via de nombreux exercices pratiques. Sur la formation qui débute en octobre, vous êtes sur une promo de 14 apprenants. C'est une petite promotion. On sait à quel point, quand on se lance sur de nouveaux projets, la création d'un réseau, elle est importante pour s'activer, s'entraider, créer des liens. Donc ça, c'est le premier point. Il y a également 13 journées qui sont organisées en distanciel et les modules qui sont organisés en distanciel sont enregistrés et mis à disposition en replay. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et point très important, c'est que cette formation, elle est portée par des formateurs qui sont experts du sujet. On a par exemple, il y a par exemple Sandra Meunier qui est art thérapeute, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà. Il y a Enrico Pastorini qui interviendra un petit peu plus tard dans ce webinaire et qui est formateur et psychologue clinicien de cette formation. Il y a bien entendu Catherine qui a déjà pris la parole. Il y a Marc Paviani qui est psychothérapeute. Voilà, il y a des profils en fait qui sont, on croit vraiment à cette pluralité de profils qui va venir renforcer l'approche et les disciplines qu'on va aborder dans cette formation. Le troisième point, c'est qu'il y a un suivi pédagogique et psychologique individualisé. Premièrement, vous allez avoir un rendez-vous individuel avec Catherine. Ce rendez-vous, il va permettre de vous assurer de la cohérence entre votre projet et le programme dispensé par notre formation. Ça, c'est une étape qui est super importante.
Si vous validez l'inscription par la suite, c'est avec moi que ça se passe ensuite. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment faire tout le suivi administratif. Vous allez également avoir accès à un espace apprenant via une plateforme de liaison sur laquelle vous allez par exemple retrouver tous les supports pédagogiques qui sont présentés lors de cette formation. Et enfin, il y a un suivi psychologique qui est disponible en cas de besoin. Encore une fois, c'est Enrico Pastorini, le psychologue clinicien de cette formation, qui est formateur, qui est là en cas de besoin. Voilà, on le sait, c'est une thématique qui est sensible, qui peut remuer certaines choses à titre personnel, voire vous bousculer. Donc, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui soit là si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, pour répondre à tous ces éléments-là. Ensuite, voilà, on a un module qui est dédié au lancement de l'activité qui est pour les indépendants. Catherine en a parlé un petit peu plus tôt pendant sa présentation. C'est un module qui va vraiment vous permettre de créer votre structure, de réaliser vos démarches, d'identifier l'écosystème des partenaires et de mettre en place une stratégie de communication. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez aussi vivre de cette profession derrière. Donc, c'est aussi à ça que sert ce module spécial. Et enfin, on a décidé d'organiser des sessions avec des personnalités du secteur. L'idée derrière ces sessions, c'est vraiment de vous proposer une ouverture sur différents sujets et de venir nourrir vos réflexions. Sarah, peut-être que tu veux compléter un peu mes propos sur ce sujet-là. Oui, je peux vous en dire quelques mots. En fait, l'idée, c'est effectivement de permettre aux personnes inscrites de rencontrer aussi d'autres types de personnalités qui ne sont pas des formateurs, mais qui viennent justement alimenter la réflexion, et notamment sur des thématiques plus sensibles, entre guillemets. Je pense à Sylvie Caffardi, qui est ce médecin spécialisé en gériatre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit et qui a brisé un peu le silence autour des expériences de mort imminente, puisqu'elle avait des phénomènes qu'elle pouvait observer. Enfin, voilà. Donc, elle a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Il y a Constance Hiver-Hellaume qui a publié 3 livres sur son accompagnement en tant que médecin en soins palliatifs, justement sur tout ce qui pouvait se passer quand on accompagnait des personnes en fin de vie, donc avec les visions des mourants, avec elle, ses propres perceptions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette ouverture aussi. Ça reste des sujets encore assez tabous dans le milieu médical, mais qui nous semble important aussi d'apporter. Et aussi une rencontre, par exemple, avec Sophie Bobet, qui fait partie des biographes hospitalières. Vous avez vu, hein, aujourd'hui, il y a 2 DU qui se créent sur la biographie hospitalière. Voilà, c'est ces métiers qui sont en train d'arriver pour accompagner la fin de vie. Voilà, ça nous semble important d'apporter cette ouverture parce que ça sera finalement, par exemple, des biographes hospitaliers, vos partenaires de demain. On va peut-être laisser la parole à Lucie Bévilacqua maintenant. Lucie, qui est auxiliaire de vie, qui a suivi la formation en 2017. Lucie, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton ressenti vis-à-vis de cette formation et de ce qu'elle t'a apporté? Alors, cette formation, elle a changé ma vie, plus principalement le regard sur la vie et sur la mort. Parce que c'est vrai que c'est souvent tabou et les personnes ne veulent pas en parler. Donc, pouvoir aborder le sujet sereinement et, et en paix, et c'est vraiment agréable. Et cette formation m'a apporté tous ces outils-là. Euh, Face à la personne qui va mourir, bon, quand elle le sait pas, c'est une autre approche. Mais quand elle le sait, c'est surtout de l'écoute, de la reformulation et vraiment pas d'attente en fait, hein. Euh, Marc Paviani m'avait vraiment bien expliqué que on est une page blanche et la personne va écrire sur cette page, mais rien d'autre. Nous, on est juste là pour accueillir les angoisses, les besoins, du moment. Voilà. Et ça permet vraiment à la personne d'avancer quand on reformule. Et c'est ce que je fais là actuellement. J'accompagne un monsieur qui a 64 ans vendredi. Et ça fait 1 an que je vais chez eux, le mari et la femme. Et sa fille aussi, de temps en temps, me demande de discuter de ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement global, en fait, hein. C'est pas que la personne mourante, hein. Voilà, s'il y a des questions.
Alors, je suis indépendante, oui, depuis 1 an. Et je travaille en chèque emploi-service. Ok. Merci beaucoup, Lucie. De rien. Peut-être, Enrico, est-ce que tu as réussi à revenir? Enrico, tu nous entends? Tu es là? Oui, oui, je suis là depuis le début. Donc, je suis en EHPAD aujourd'hui, en soins palliatifs Oui, c'est et ce qu'on a référent. compris. Et du coup, j'arrive pas bien à me connecter. Donc, vous m'entendez bien là? C'est bon? Parfaitement. Parfaitement. Alors, très intéressant. J'aime beaucoup toutes ces présentations. Euh, donc là, accompagner la fin de vie jusqu'au bout, c'est assurer la meilleure qualité de vie possible aux bénéficiaires et à ses proches. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est prendre en compte la souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle. Et comme Lucie vient de le dire très justement, accueillir les angoisses de la personne, c'est aussi, donc prendre soin de l'autre, c'est aussi se mettre en question soi-même pour prendre soin de soi. Et moi, c'est là-dessus que je vais intervenir pendant cette formation, en identifiant ben, ses peurs, hein, son rapport à la mort, la maladie, le rapport à la maladie, la projection dans le vieillissement et sa propre finitude, et tous les mécanismes de défense que l'on voit chez les soignants et chez les accompagnants fin de vie, les croyances limitantes qui vont entraver l'accompagnement et les processus psychologiques de transformation de soi. Et Lucie, elle dit bien hein, qu'elle a été transformée, et ce qu'on voit depuis 13 ans avec Catherine, hein, les personnes qui arrivent depuis le début jusqu'à la fin, il y a une réelle transformation de soi. Cette transformation de soi, elle est nécessaire pour prendre soin de l'autre. Donc, moi, j'interviendrai, comme tu l'as dit, Charline, dans l'accompagnement, le suivi tout au long de la formation, s'il y avait des problématiques personnelles, des remises en question, des doutes, des peurs, sur lesquelles on pourra travailler pour pouvoir continuer et aller surtout vers des compétences professionnelles. Merci, Voilà, Enrico. moi, juste une chose que je vois depuis 13 ans, hein, qu'il y a une réelle transformation du premier jour jusqu'à la fin du jour par rapport à cette construction de soi. Et je voulais rajouter quelque chose d'important, hein, depuis qu'il y a les IRM, ça fait une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que s'occuper de l'autre, c'était important, mais en même temps, ça renvoyait sur nous, ça activait certaines zones cérébrales et qui mettaient en place des neurotransmetteurs comme la sérotonine et les endorphines qui permettaient de mieux se construire et d'avoir une meilleure santé physique et psychique. Voilà. Merci, Enrico. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ou des réflexions que vous avez envie de partager? Vous pouvez prendre la parole directement ou dans le chat, hein. Moi, je veux bien. Donc, Elisabeth Robitaille, Elisabeth. je suis bénévole accompagnante pour Jalmalve. Et c'est vrai que je cherchais donc, je suis formatrice en anglais, donc rien à voir. Ça, je vis de ça. Et c'est vrai que je voulais développer, pouvoir passer, j'ai 60 ans, je veux passer à une autre activité et faire l'accompagnement de fin de vie et de doula. Et c'est vrai que je suis contente de voir cette formation parce que j'ai vu qu'il y en avait une dans le sud, mais c'était à l'autre bout de la planète, étant à Paris, j'exagère un peu. En Suisse également, donc, ou alors après à distance avec le Canada. Et la grosse question, c'était aussi l'investissement financier et par rapport au... Moi, pour moi, c'est d'avoir une certification, enfin d'avoir un document qui fait que moi, je peux dire oui, j'ai suivi cette formation et dans quelle mesure est-elle reconnue par l'État? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, je crois, de ce côté-là. Donc, c'est ça qui m'intéressait, en fait. Alors, pour répondre à votre question, Elisabeth, malheureusement, alors, cette formation a été certifiante par France Compétences pendant 5 ans. Vous savez qu'ensuite, il y a eu tout un changement. Ils ont supprimé quasiment 90% de leur catalogue en certification. Avec ce partenariat, nous, on entend bien repartir là assez rapidement vers une demande de certification.
Donc voilà, puisqu'elle a déjà été certifiée et qu'en plus le contexte actuel autour de la fin de vie, même si là le projet de loi est un peu derrière, enfin voilà, mais en l'occurrence, ça fait partie de notre projet parce que ça, pour nous, c'est très important qu'elle soit certifiante. Maintenant, on le voit, si vous voulez, malheureusement, par exemple sur le deuil aussi, il n'y a aucune formation certifiante. Sur des sujets essentiels, malheureusement, c'est pas gagné d'avoir des certifications. Donc, ça, c'est prévu dans notre plan, mais on ne peut donner aucune date et aucune assurance sur le sujet. Par Maintenant, contre, un ouais. élément important, Elisabeth, c'est qu'aujourd'hui, la formation est dispensée comme si elle était toujours certifiante. C'est pour ça qu'elle est découpée en blocs de compétences, comme c'était le cas avant. Donc, on est déjà dans les attentes de France Compétences, on est déjà sur des blocs de compétences, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de valider la formation complète, vous pouvez avoir des blocs partiels, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les attentes de France Compétences sont déjà dans le contenu de la formation. On la dispense toujours comme si elle était certifiante, avec une certification à la fin de la formation, qui est une mise en situation pratique et des évaluations à la fin de chaque bloc de compétences. Il y a une autre question, Catherine. C'est quelqu'un, donc Sandrine, qui vit en Belgique, elle demande si la formation contient beaucoup de spécificités françaises, réglementation, institutions. Pensez-vous que ce soit adapté pour moi? Oui, là, évidemment, nous, on est parti sur les dispositifs français, mais on parle aussi aujourd'hui dans la réflexion d'euthanasie, de sédation, on parle de suicide assisté, puisque ça existe en Europe, donc l'intérêt étant d'en parler aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre d'intervention des professionnels français, c'est d'intervenir sur ce qui existe en France aujourd'hui. Donc oui, on en parle. Maintenant, c'est un bloc de compétences, la législation et le cadre d'intervention. Tout le reste après. En fait, j'ai envie de dire que tous les professionnels du prendre soin ou ceux qui veulent aller vers ce, ce, ce nouveau métier, ou ceux qui veulent renforcer leurs compétences d'accompagnement, bah oui, en effet, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on soit belge, suisse, peu importe la nationalité, ça correspond à tout le monde aujourd'hui, oui. Et Morgane demande s'il y aura une rétroactivité si reconnaissance. Ça, je sais pas, Ça, Catherine. malheureusement, aujourd'hui, France Compétences, c'est l'Institut national qui chapeaute toute la formation, que ce soit autant universitaire que les titres pro ou les certifications. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de rétroaction, mais ça veut dire que une fois que vous êtes référent d'accompagnement certifié ou pas, il n'y a pas grand-chose qui change parce que entre l'attestation que vous allez avoir de fin de formation, elle reste quand même plus ou moins la même chose que ce qu'ont les autres en termes de certification. On n'est pas sur des documents spécifiques, diplôme national de l'éducation nationale. Donc, ça ne change pas grand-chose sur la reconnaissance. Je pense que ce qui doit vous interpeller, c'est la qualité de la formation, sa durabilité, le fait d'avoir véritablement une posture d'accompagnement non médicale et qui concerne tous les professionnels du prendre soin aujourd'hui. C'est d'acculturer tous les professionnels qui interviennent sur l'accompagnement à la fin de vie, partout où on meurt en France. Merci, Catherine, pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de vous quitter, de se quitter? Peut-être les dates, peut-être. Est-ce que Les j'imagine que... dates. Alors, attends, il y a tout. Ouh là là, Céline, tout comme Florence, mes premiers événements de vie accompagnés un de mes grands-parents et un de mes parents à 17 et 19 ans, soins palliatifs à domicile, ont été le point de départ d'un chemin de vie orienté au service de l'autre. Depuis 2 ans, je tente de trouver des solutions pour servir mon besoin d'être dans ce rôle d'accompagnement, d'apporter des réponses et des solutions. La solitude, l'impuissance de la personne en fin de vie et de ceux qui l'entourent sont les choses qui m'ont le plus frappée. Je suis ravie d'avoir pu être aidante sur les 10 dernières années, même si j'ai encore accompagné un ascendant jusqu'à sa mort, même si j'ai encore accompagné un ascendant jusqu'à sa mort, mais je crois différemment depuis sa mort. J'ai besoin, envie d'aller plus loin. Merci pour tous ces témoignages et quelle belle initiative que d'accompagner la vie. Merci pour ce partage, Céline. Pour les dates, la formation, elle commence le 5 octobre et elle se termine le 8 juillet. Il y a un livret détaillé avec un planning détaillé où il y a toutes les sessions en présentiel et en distanciel qui sont notées. Donc, ce que je peux faire, c'est vous l'envoyer. On va de toute façon le recommuniquer avec le lien du replay. Donc, vous aurez toutes ces informations-là. Mais elle commence le 5 octobre, elle se termine le 8 juillet 2025.
à raison d'1 à 2 sessions par mois à peu près, en alternant distanciel et présentiel. Enfin, c'est 1 à 2 jours par mois, c'est pas des sessions, sur 10 mois, pour favoriser aussi la maturation émotionnelle, l'intégration des informations et le fait d'incarner la posture d'accompagnement. Oui, oui, Isabelle, j'ai rempli le formulaire d'inscription hier. Est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai reçu. Je le traite rapidement, mais c'est bien reçu, bien pris en compte. Quelle démarche devons-nous faire pour s'inscrire? Alors, je vais vous montrer. Bon, donc déjà, si vous avez des infos, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, si vous avez des questions suite à ce webinaire, n'hésitez pas. J'ai mis mon email sur la slide maformation@apn.life. N'hésitez pas à revenir vers moi. Pour s'inscrire, il y a un petit formulaire d'inscription qui doit être complété. Donc, le lien, pareil, vous sera communiqué à l'issue de ce webinaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est le rendez-vous individuel avec Catherine, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, on étudie les possibilités de financement, voir si l'OPCO peut prendre en charge une partie du financement ou si vous êtes en autofinancement. Et ensuite, il y a la validation et la finalisation du dossier qui se fait avec moi directement. Voilà. Je viens de terminer une formation de coaching qui enseigne notamment l'écoute active. Comment qualifiez-vous la plus-value? Catherine, cette question est peut-être pour toi. La question de Sandrine. Comment qualifiez-vous la plus-value de votre formation par rapport à cela? C'est Sandrine qui demande, qui a terminé une formation en coaching et qui enseigne notamment l'écoute active et la posture d'accompagnant. Alors, bien évidemment que tout ce qui va concerner le coaching individuel va être intéressant parce que c'est vrai que de coacher déjà des personnes, même si on n'est pas sur de la fin de vie, ben, on a quand même déjà un certain nombre d'outils dont on se sert, hein, la reformulation, le questionnement, l'écoute active, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a une grosse partie gestion des émotions. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à la mort en tant que coach? Et quelle est votre image de la mort? Et surtout, ce qui est important, c'est ne pas être distant de l'autre, mais distinct. Et pour être distinct, c'est je me connais moi, pour ne pas projeter sur l'autre ce qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Sandrine, ça répond à votre question, c'est tout bon? Super. Ok, super. Merci à tous. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter par email. Et puis, on vous envoie rapidement toutes les informations en fin de journée sur ce webinaire et sur les éléments qui accompagnent cette formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, Bonne bonne journée à tout journée, le au monde. revoir. Bonne Merci. journée, bonjour, au revoir.